Ça sera surtout utile, pour revenir, sur ce sujet. Donc je pense on n'a pas de nom, donc on a commencé à enregistrer. Alors, on va, faire un petit rappel du périmètre de la CDP et les grands axes de travail de cette, CDP. Je vais voilà, ça arrive. Juste, revenir un peu sur l'objectif d'une communauté de pratique. Pourquoi, une communauté de pratique? Bah, l'objectif, c'est de se réunir pour s'entraider et trouver des pistes concrètes, autour du sujet qui nous anime. En l'occurrence, c'est, le numérique en psychiatrie et santé mentale. Parce que, ça part de problématiques qui existaient sur le terrain, donc c'est un des sujets qui a été plébiscité par l'ensemble des membres de la communauté de pratique, psychiatrie et santé mentale, la grande communauté de pratique. C'est un sujet qui a été, traité, mais que le début a été traité dans le cadre du travail qu'on a mené à l'ANAP l'année dernière sur le nouvel ambulatoire et on a vu qu'il y a plein de choses à faire sur ce sujet. Donc, dans la continuité de ces travaux et surtout c'est un sujet d'actualité, on a voulu, proposer de créer une communauté de pratique au sein de laquelle on pourrait échanger, sur, différentes problématiques en lien avec, le numérique en psychiatrie et santé mentale et comme il y a beaucoup de problématiques et qu'on ne pourrait pas tout traiter en même temps, on a choisi une problématique un peu plus précise, donc avec un périmètre plus précis. Donc on va commencer avec ça et par la suite, on va voir comment ça va évoluer et je laisse la parole peut-être à Julien de présenter la problématique et aussi les grands axes sur lesquels on va travailler. Effectivement, donc quand on a commencé à réfléchir à cette communauté de pratique, l'idée qu'on a essayé de soulever, c'était comment et quand intégrer la télésanté pour faciliter l'aller vers en psychiatrie et en santé mentale. C'est-à-dire notre réflexion, elle s'est inscrite dans la suite des travaux qui ont été faits sur le nouvel ambulatoire, qui a été un groupe de travail porté par l'ANAP. Et c'était d'intégrer les outils numériques à ce moment-là. Donc vraiment, la réflexion et la discussion qu'on essaye d'avoir avec vous, c'est justement à quel moment ça peut apparaître, comment ça facilite, comment des fois ça la complexifie, les limites qu'on peut en percevoir. Et voilà, c'est vraiment cette réflexion qu'on va essayer d'avoir. Juste une petite précision pour ceux qui étaient absents la dernière fois. Si vous vous connectez sur le groupe Bishake, justement, qui a été créé en lien, vous retrouverez les documents et particulièrement la présentation du docteur Di Maggio qui nous a beaucoup éclairé la dernière fois sur justement les distinctions entre tout ce qui est la télémédecine, le télésoin et vraiment toutes les définitions et les cadres un peu juridiques autour de ces pratiques-là. Donc c'était très intéressant et donc pour ceux qui n'étaient pas présents ou pas inscrits la dernière fois, n'hésitez pas à aller le consulter. Elle nous a fait l'honneur de nous le laisser, de nous le mettre à disposition de ce groupe. Donc c'était vraiment très bien. Et ensuite, ben, dans les grands axes de travail qu'on a et qu'on va essayer d'amener. Donc, on va faire la feuille de route et vous allez voir qu'on est vraiment dans la dimension de co-construire ensemble quelque chose. C'est-à-dire, on a, nous, des idées, on a matérialisé ça sous des formes différentes. Mais vraiment, l'idée, c'est de partir des expériences un peu de terrain, de ce qu'il existe et de pouvoir agrémenter chacun des petits bouts de réflexion que chacun a eu. La crise Covid a quand même été un moment où on a chacun été obligé de réfléchir à ce qui pouvait se proposer. Donc voilà, donc les types d'outils disponibles, quels besoins, comment ça se met en place, est-ce que c'est possible de les rendre pérennes, est-ce que ça a vocation à être juste éphémère, les financements, qui est une discussion qu'on a déjà entamée la dernière fois et qui est un sujet important. Pour quel type de professionnels? C'est beaucoup connu pour les médecins au départ, mais tous les professionnels peuvent être concernés. Et quels principes éthiques régissent ça? Voilà. Et si je peux ajouter, donc on va revenir sur la feuille de route parce que c'est un des objets, de notre, échange d'aujourd'hui pour se mettre d'accord, en fait, de comment on va s'organiser sur cette année et pour préciser pour certaines personnes qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, donc dans le cadre de cette communauté de pratique, on a à la fois des rencontres comme ça en visio, peut-être qu'un jour on fera une rencontre en présentiel,
Mais aussi, on a mis à disposition une plateforme de partage de documents qui nous permet à la fois d'échanger là-dessus, de consolider tous les documents en lien avec cette thématique. Donc, c'est la plateforme qu'on appelle Bishake. Et si vous avez des questions là-dessus, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, donc on va pouvoir dédier un petit temps à la fin, à l'issue de ce point. Et Greta va pouvoir vous appuyer sur toutes vos questions en lien avec ça. Et le lien était partagé là dans la discussion pour pouvoir s'y inscrire. Comme il y a d'autres groupes de travail dans cette communauté de pratique, ça vaut vraiment la peine de vous y inscrire. Et l'ANAP travaille aussi à simplifier un peu l'accès à toutes ces ressources. Donc voilà, bientôt tout sera au même endroit, ce sera plus simple, mais inscrivez-vous là pour le moment. On passe à la slide suivante qui arrive. Julien. Micro, Julien. J'ai coupé le micro, comme d'hab. La dernière fois, en fait, donc, on avait réfléchi ensemble à quel type de problématiques les personnes pouvaient rencontrer, les inquiétudes qui étaient générées par l'utilisation des outils numériques et surtout les besoins. Donc là, je ne vais pas vous redonner tout ça puisque vous aurez la contribution à la fin, vous pourrez relire tranquillement. Mais vraiment, on s'était centré sur quels besoins on pouvait avoir et comment ces besoins-là pouvaient être amenés avec une réponse par les outils numériques. Donc vraiment, on s'est centré sur la valorisation du temps consacré, par exemple, la formation pour les soignants. On a eu beaucoup de discussions autour de ça. Donc l'idée, ça va être de partager ça avec vous aujourd'hui et d'en discuter ensemble. Je ne vais pas beaucoup plus long, si ça vous va. Très bien. Donc, c'est juste sur les besoins. Donc, il y avait plusieurs besoins qui ont été identifiés, à la fois besoins en lien avec l'intégration des outils de télésanté dans les pratiques des professionnels et dans la vie les interactions avec les personnes concernées, comme l'information, la formation, l'infrastructure, ainsi de suite. Mais il y avait aussi un besoin par rapport à cette communauté de pratique, c'était de recenser, de partager déjà sur ce qui existe sur le terrain et de recenser les pratiques existantes et du coup de capitaliser un peu sur ce qui se passe aujourd'hui. Et dans la continuité en fait de ce besoin, de cette demande, donc on a proposé, donc c'est plutôt les équipes, vous avez proposé, et c'était Madame Pagès qui a proposé de faire un retour d'expérience sur les plateformes téléphoniques du CH de Vinatier. Et on a du coup aujourd'hui 2 retours d'expérience. On peut passer à la slide suivante et je vais laisser la parole à Mélissa et puis à l'équipe. Juste pour vous dire qu'on va laisser la parole aux équipes, donc on va peut-être commencer par, donc les deux viennent du CH du Vinatier quand même, il faut le préciser. On va peut-être commencer par la plateforme live avec Madame Bécache, et puis après, Madame Villermoz nous présentera la plateforme POP. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous propose de plutôt, que les deux présentations des deux plateformes se fassent à la suite et qu'on garde un temps d'échange important, parce que vous allez voir qu'à mon avis, vous allez avoir plein de questions, de remarques, etc. Ensemble après la présentation des deux plateformes. Madame Bécache, on a votre… Oui, excuse-moi Mélissa, juste avant de commencer, donc saluer la présence du docteur Marie-Maude Geoffroy, qui pilote la plateforme POP et qui nous a rejoints, et la remercier parce qu'elle nous avait déjà un peu présenté cette plateforme dans le cadre de la CDP Hôpital de Jour, et là vraiment ça nous a tellement plu qu'on en a redemandé. Et donc là, c'est vraiment l'impact numérique de cette plateforme que nous aimerions que vous puissiez développer. Merci à vous. Oui, très juste. Juste, docteur Bécache, est-ce que on a votre présentation? On l'a pas pour POP. Par contre, est-ce que vous voulez que nous la passions nous, ou est-ce que vous voulez la passer vous-même? Non, oui, passez-la vous, sera bien plus facile pour moi. Je ne suis pas très douée dans la manipulation. Merci. Greta, tu veux t'en occuper ou oui, ça arrive. C'est juste le super. Non, mais c'est juste.
Et n'hésitez pas, même si on a dit qu'on va échanger à la fin, à l'issue de ces 2 présentations, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Si vous avez des questions déjà, des questions, des remarques, donc le chat est là pour permettre les échanges quand même pendant la présentation. Docteur Bekash, c'est à vous. C'est à moi. OK, merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis avec Maëlle Bernada qui a monté la plateforme d'information et d'orientation à sa création. Et donc, on travaille en partenariat serré. Donc, 10 minutes pour vous présenter cette plateforme qui… Est-ce qu'on peut passer… Parce que moi, je n'ai pas la main. Ah si, j'ai la main. Magique. Donc, en fait, cette plateforme d'information et d'orientation fait partie du PTSM 69, était dans les tuyaux du projet territorial du Rhône et qui a ouvert un peu au forceps, enfin, et qui est né un peu au forceps à la lumière au moment de la crise Covid. Donc, on a ouvert en mars 2020. Et puis, ça s'est pérennisé ensuite parce que la plateforme a objectivé tout l'intérêt qu'on en attendait. Donc, c'est une plateforme d'accueil, d'écoute et d'évaluation, d'information et d'orientation en santé mentale. L'idée, c'est de fluidifier alors, je vous le fais très, très, très résumé, parce que pour pouvoir ensuite répondre à vos questions, l'idée, c'est d'abord qu'on s'adresse aux usagers, aux familles, aux aidants, aux professionnels, tout âge confondu, donc de 0 à 120 ans. Donc, ça va de l'enfance aux seniors. Et on fonctionne 7 jours sur 7, de 8h à 20h, avec un numéro unique qui est un numéro gratuit. On a choisi volontairement un numéro gratuit, un peu mnémotechnique. Et on fonctionne aussi par mail. On peut être sollicité par mail avec une adresse mail qu'on a choisie non étiquetée Vinatier puisque c'est un dispositif du PTSM. Donc, on existait dans le projet du centre hospitalier de Vinatier et là, on est à disposition de tout le PTSM et de tout le Rhône. Donc, en fait, on s'adresse à tout le Rhône en termes d'information et d'orientation. Et en termes d'information, c'est sûr qu'on s'est aperçu qu'on répond largement au niveau national et voire même au niveau d'OMTOM. Voilà. Donc, comment je passe la diapo d'après? Non, j'ai pas. Notre objectif, donc c'est la juste en fait quand il faut passer, je la passe. D'accord. L'objectif de cette plateforme, en fait, c'est de faciliter l'accès aux soins parce que vous savez comme moi que le paysage de la santé mentale est extrêmement complexe. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure, on recevait des équipes, par exemple, de périnat et pour essayer de comprendre comment ça s'organise, déjà nous, c'était difficile. Donc, pour les familles, les usagers, c'est kafkaïen. Donc, l'idée, c'est de faciliter et que nous, on ait une lecture très simple et très claire de ce parcours de soins et de ce paysage de soins. Donc, notre objectif, c'est d'identifier les ressources, de les connaître et puis d'avoir une orientation la plus adaptée possible, quel que soit le domaine, que ce soit sanitaire, social, médico-social, ou associatif. On oriente aussi beaucoup en associatif. L'objectif de cette plateforme, c'est d'éviter le recours systématique au passage aux urgences pour avoir une information ou une orientation. L'idéal, c'est d'être orienté à la bonne porte au bon moment sans passer par les urgences. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, les urgences en ce moment s'engorgent et on a plus 30% de passages en ce moment. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éviter le recours aux urgences et puis d'éviter le recours systématique à l'hospitalisation en vue d'une orientation. Il vaut mieux être d'emblée orienté sur une structure spécialisée que de passer par la case urgence, hospitalisation pour ensuite avoir accès à une équipe mobile ou des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est éviter le recours systématique, même si, bien sûr, il nous arrive de proposer une hospitalisation s'il y a une urgence ou un besoin. Donc, la finalité de Live, c'est l'aide dans le parcours de soins. C'est vraiment ça sur lequel on s'inscrit. Et l'autre objectif, c'est d'éviter les pertes de chance
avec le temps. Donc, on fait de la prévention et éviter aussi, enfin, favoriser l'accès à des dispositifs qui sont très variés dans l'offre de soins et associative, qui ne sont pas toujours très bien connus. Donc, c'est augmenter les chances d'accès à des dispositifs très spécialisés et éviter les pertes de chance. L'autre objectif très clair, qui est un des objectifs que le PTSM nous a fixé, c'est de garantir l'effectivité de la réponse et de l'orientation proposée. Donc, il faut être sûr que ce qu'on va proposer comme orientation est efficace. Ce n'est pas simplement une information, parce que l'information, il suffit d'aller sur Internet. Notre objectif à nous, c'est une orientation avec un rendez-vous. Donc, voilà. Alors, c'est sûr que nous, on ne prend pas le rendez-vous, mais on va ouvrir la porte de la structure. Donc, l'idée, c'est de faire une évaluation la plus fine possible et ensuite de se mettre en lien avec le dispositif qui nous paraît adapté, de présenter la situation clinique, de présenter aussi l'urgence ou pas l'urgence de la situation et à ce moment-là, qu'on dise à l'usager, ben, vous pouvez appeler, la situation est présentée, vous pouvez avoir un rendez-vous. Mais nous, on ne prendra pas le rendez-vous parce que sinon, on va se faire des ennemis. Il y aura beaucoup de gens qui n'iront pas obligatoirement à leur rendez-vous. Donc, et puis, il faut que le sujet soit partie prenante dans la démarche de soins. Donc, voilà, ça va être un de nos grands objectifs, c'est garantir l'effectivité. Et pour garantir cette effectivité, ce qu'on s'est mis en place, mais peut-être que je vous expliquerai un peu mieux, c'est par le biais de rappels systématiques entre 15 jours et 1 mois de la personne qui nous a contactés pour être sûr que l'orientation a abouti. Diapo suivante. Alors, comment on fonctionne? On fonctionne avec 12 équivalents temps plein et demi. L'idée, c'est on est une équipe pluriprofessionnelle de répondants qui vont fonctionner en 12 heures et on a 10 répondants. Hein, je me tourne vers Maëlle. Donc, 10 répondants en journée, en 12 heures, de 8 heures à 20 heures, 7 jours sur 7. L'idée de ces répondants, c'est qu'on est parti sur être pluriprofessionnel. Donc, chaque personne est répondant, mais à d'autres moments, il a sa casquette, à d'autres moments, une fois qu'il a raccroché, il a sa casquette professionnelle, que ce soit d'infirmier, d'assistante sociale et psychologue. Donc, de pouvoir proposer un regard global sur la situation et pas simplement centré sur strictement médical. L'idée aussi, c'est d'avoir recruté des gens qui ont des expériences très variées dans tous les champs de la santé mentale, qui ont déjà beaucoup d'expérience, hein, et de partager les impressions cliniques. On ne va pas donner une réponse. C'est sûr qu'on peut donner une réponse en urgence. Quelqu'un qui est sur le parapet et qui est à 2 doigts de se précipiter, on ne va pas dire « attendez, on réfléchit à plusieurs ». C'est sûr que à plusieurs, on va porter la situation, quelqu'un va appeler le SAMU, quelqu'un va tenir la personne au téléphone, quelqu'un d'autre va appeler les urgences pour prévenir. Donc là, c'est l'urgence et il y a besoin d'être plusieurs. Quand ce n'est pas urgent, il y a aussi besoin d'être plusieurs pour mettre en communauté les connaissances du réseau, le regard clinique partagé et on rappelle dans l'après-midi ou dans la journée, voire le lendemain ou sur le lendemain quand il y a besoin. Mais on prévient les gens qu'on va les rappeler. Donc, on affine notre évaluation clinique. Pour pouvoir faire tout ça, on est aussi une secrétaire à temps plein, un cadre de santé à temps plein, on peut le dire, et un demi-psychiatre qui supervise au quotidien toutes les situations cliniques et qui peut permettre aussi, et ce vers quoi on aimerait tendre, plus de téléconsultations, plus de télé-expertise pour les confrères, plus de téléconseils aussi dans des situations. Ça peut être un foyer en difficulté qui pourrait avoir besoin d'un avis psychiatrique. Donc, voilà. Pour faire tout ça, on a eu un financement FIOP, on a eu beaucoup de chance. Le Vinatier a beaucoup milité et obtenu le financement FIOP. Donc, on a un financement pour 3 ans à compter de octobre 2020. Donc, voilà, qui s'élève, on va parler sous, hein, qui s'élève à 745 000 € par an, qui couvre en fait le fonctionnement humain. Et le personnel, enfin, voilà. Diapo suivante.
Alors, on a beaucoup travaillé l'idée de… Alors, ce que je n'ai pas mis dans mon diaporama, je ne crois pas. Ce que je n'ai pas mis, c'est comment on fonctionne, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Notre travail, c'est l'articulation. Donc, on s'articule beaucoup avec les urgences de l'hôpital du Vinatier, qui sont les urgences régionales, enfin métropolitaines. On s'est aperçu que l'existence de Live a diminué de 30% les appels sur la ligne de régulation. Donc, il n'y a plus tout ce qui est appel d'information ou de potentielle orientation sur l'orientation. Et ça libère la ligne de régulation pour l'interaction directe avec les professionnels de l'urgence, SOS médecins, le SAMU, les polices, les pompiers. On a transmis aussi une fiche de chaque appelant quand les patients sont attendus sur les urgences pour qu'il y ait un transfert d'informations et que le patient, même s'il n'est pas encore connu sur le Vinatier, ait tous les éléments pour l'accueillir au mieux et dans sa meilleure prise en charge. On fait un gros travail de lien aussi avec les structures de prise en charge. Si le patient est connu du Vinatier, on mettra un mot dans le dossier du Vinatier et on enverra un mot au praticien ou à l'équipe qui s'occupe du patient. On peut aussi prendre contact avec les structures libérales. Et si le patient n'est pas sur le Vinatier, on fera aussi la même chose sur tout ce qui est autres hôpitaux du Rhône, c'est-à-dire Saint-Cyr et Saint-Jean-de-Dieu. On fait aussi un gros travail d'articulation avec les associations de famille, avec l'UNAFAM et avec tous les dispositifs transversaux de psychoéducation. Parce qu'on s'est aperçu que dans les gens qui nous appellent, il y a bien sûr les usagers en majorité, mais il y a aussi les aidants, les familles, il peut y avoir des travailleurs sociaux, mais pour tous, on est très sensible aux aidants et aux familles. Et on essaye d'être attentif, certes, à la demande explicite. Pour cette situation, on a besoin d'aide, et aussi à la demande implicite quand il y a des familles qui s'épuisent et qu'on essaye aussi d'orienter pour eux, pour écouter. Alors, on ne fait pas systématiquement, mais si ça nous apparaît criant, et on s'autorise à orienter sur l'UNAFAM et tout ce qui est système de psychoéducation familiaux. Diapo suivante. Alors, dans ce qu'on a construit en partenariat très étroit, on a construit un partenariat très étroit dans l'intérêt du parcours de soins et des surkits avec le SAMU et avec le SAS 69 qui est le service d'accompagnement aux soins en MCO. Donc, ce qu'on a pactisé carrément, c'est que l'avis live est valeur de déclenchement pour le SAMU s'il y a une intervention d'urgence, qu'on ne repasse pas par le médecin régulateur, que toute l'évaluation qui a été faite permet de déclencher au plus vite. Et dans l'autre sens, dans le service gagnant-gagnant, toutes les situations de santé mentale qui arrivent sur le SAT 69 sont reroutées de façon prioritaire sur la ligne live. Voilà, donc c'est histoire de construire notre partenariat. On a, là aussi, c'est de la cuisine locale, mais on a convenu avec le SAMU que pour les urgences psychiatriques qui ne sont pas couvertes sur la région géographique de SOS Médecins, le SAMU accepte de se saisir des interventions pour des hospitalisations sous contrainte. Donc, on a un partenariat qui marche excessivement bien avec le SAMU, qui fait l'objet de réunions régulières d'ajustement, mais ça fonctionne très clairement bien. On a mis en place aussi un dispositif avec un numéro d'interconnexion avec la police pour pouvoir solliciter la police au plus vite sur des situations qui nous paraissent urgentes. Et avec les pompiers, mais en fait, les pompiers, on ne les sollicite jamais en direct, c'est le 15 qui les sollicite. On a construit un lien également avec la ligne 3114 pour savoir ce qui est de la santé mentale et ce qui est la suicido. Donc, chacun s'est réparti les sites. On est très clair dans les indications de chacun et on peut tout à fait se passer des situations de partenariat. Avec le centre de prévention du suicide aussi, qui est à Lyon, avec lequel on travaille beaucoup. Partenariat avec la dynamique d'Aller Vers, l'équipe Ellipse, qui est une équipe mobile intersectorielle d'accès aux soins avec des VAD sur tout le Rhône. Et un partenariat qu'on est en train de construire avec SOS Médecins pour qu'ils puissent avoir accès, quand ils partent sur des situations,
à notre travail préalablement de renseignement clinique. Donc, c'est quelque chose qu'on construit. Donc, toujours dans l'idée du parcours de soins. Diapo suivante. Ce que je vous ai pas dit encore, mais parce qu'on est vraiment j'étais dans un diaporama très, très restreint. On fait des fiches grâce à un logiciel Dynamics. En fait, c'est un logiciel qui a été construit pour nous, une application qui a été construite pour nous, dans l'idée que toutes les personnes qui appellent sur live ne soient pas constituées un dossier médical Vinatier, puisqu'on peut demander une information, on peut demander, ça peut ne pas être le patient qui appelle pour lui, mais justement les familles, comme on n'a pas rencontré le patient, on fait des fiches qui sont informatives, mais ce ne sont pas des dossiers médicaux et de fait, on ne constitue pas un dossier Vinatier si on appelle pour… Et ça, on a été très, très à cheval là-dessus. On a pris les informations auprès de la CNIL, après auprès de du DIM aussi de l'hôpital. Voilà. Par contre, quand les patients sont déjà connus, on met un mot dans le dossier du patient du Vinatier. Là, je pense que je ferai l'objet de questions après. Hein, donc, live en chiffres. Donc, ça, c'est Maëlle qui collige tous ces grâce. Alors, on a un call center type, de SFR, voilà. Et on a aussi un outil informatique qui nous permet justement de colliger toutes ces données. L'intérêt, c'est du data aussi, et puis de s'améliorer. Donc, depuis l'ouverture en fin mars 2020, 25 000 appels. Donc là, les chiffres de novembre, mais de toute façon, ça croît régulièrement. On est actuellement à peu près à 60 appels par jour en moyenne, en sachant que la durée moyenne, c'est 13 minutes, mais on peut avoir 13 minutes pour une information très ponctuelle. On peut rester 45 minutes ou 1 heure pour une situation de crise suicidaire. Voilà. Parce que clairement, si on a une crise suicidaire au téléphone, on ne va pas dire « attendez, on vous passe le 3114 ». On garde et on gère. Donc, ce que je vous disais, l'effet constaté, 30% d'appels en moins sur l'UPRM. Diapo suivante. Nos chiffres, on a créé plus de 4000 fiches d'usagers créées. Les usagers qui nous appellent sont essentiellement des majeurs, hein, des adultes. On a 11% de seniors, des adolescents un petit peu, des enfants un peu moins. Un petit chiffre. Essentiellement des appelants du Rhône pour 80%, mais on a aussi des appelants d'autres départements pour à peu près 20 à 25%. Et en fonction du lieu géographique, c'est effectivement beaucoup d'appelants du Vinatier, mais là, on vous a montré les chiffres annuels. On s'aperçoit que au tout début, on avait plus de 80% d'usagers Vinatier, et là, la communication permet qu'on soit seulement à 56% du Vinatier et d'autres appelants du reste du Rhône. Diapo suivante. Là aussi, on évolue dans nos missions depuis la création, puisque au début, on était beaucoup en réassurance soutien, et puis au début aussi, c'était à la lumière de la crise Covid, donc on était beaucoup sollicité sur du soutien. Là, depuis le 1er juin, on s'aperçoit qu'on s'hyper-professionnalise du côté de l'orientation, avec 40% de nos appels qui aboutissent, plus de 40% de nos appels qui aboutissent à une orientation, 39% en réassurance, 17% en conseil. Ce qu'on met aussi en réassurance, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de patients qui sont chroniques, entre guillemets, qui nous appellent de façon extrêmement récurrente, donc ce qu'on appelle les appels récurrents. Et en fait, on fait de la réassurance, on fait surtout de l'étayage psychiatrique pour des gens qui sont en grande difficulté psychiatrique. Et ce qu'on apporte est aussi déjà du soin dans le maillage de la prise en charge de ces patients pour éviter l'hospitalisation. Et on le fait en partenariat avec les équipes de secteur. Diapo suivante. Donc en fait, ce vers quoi on tend et ce pour quoi on milite, c'est que Live est un outil dans le champ de la santé mentale, que c'est d'abord un outil de prévention pour permettre l'accès aux soins avant qu'il y ait besoin de passer aux urgences. C'est la promotion des soins on peut promettre
promouvoir la consultation périnatale, la consultation préconceptionnelle, les VAD en géronto très spécifiques. Donc voilà, on est vraiment dans la promotion de tous les dispositifs existants, que ce soit sanitaires ou associatifs. La réduction des inégalités sociales et territoriales, ou aussi par rapport aux connaissances des intervenants. Le but, c'est aussi d'aider les généralistes, très clairement, à pouvoir proposer du soin plus spécifique. La prise en conscience de la souffrance psychique dans la population générale, son repérage. On sert aussi d'observatoire de santé mentale. On a vu l'année dernière, il y a eu une vague de suicides adolescents. On a beaucoup œuvré sur le maillage de la prise en charge et de ces jeunes gens et de l'aide à l'orientation. On facilite le recours aux soins pour toute population. Et je vous dis, on est une espèce d'observatoire de l'adéquation de la demande et de l'offre de soins. Donc, l'idée, c'est pas live. Live, c'est une co-construction d'une solution. C'est pas tout seul. On ne donne pas une solution. On la construit avec le sujet. Et ce à quoi on croit beaucoup dans l'équipe de Live, c'est que l'appel est déjà thérapeutique en fait. C'est comme vigilance, l'appel et le réappel, on est déjà dans le soin et ça permet aux gens patients ou aux usagers ou aux familles qui nous appellent de prendre confiance dans le soin dans lequel ils vont s'engager. Je vous remercie. Merci. Ça a été très très court. Non mais c'était bien, vous tenez à peu près dans le temps. Greta, nous avons reçu par mail la présentation POP. J'imagine que ce serait plus simple que ce soit nous qui la passions aussi. On te laisse regarder si c'est possible pour toi de la passer. Notez vos questions pour après parce que j'imagine que ça suscite d'autres questions et approfondissements. Vous pouvez le noter sur le chat aussi. Claire. C'est parti, super. Bonjour, du coup, je vais peut-être laisser Marie-Maude, si elle est bien connectée, dérouler. Autrement, oui, bonjour. Donc, Marie-Maude Geoffrey, et effectivement, je viens sur une toute autre casquette dans cette nouvelle réunion. Et donc, je suis médecin responsable et c'est vrai que j'étais, voilà, par rapport à toute la réorganisation, c'était essentiel d'avoir une plateforme d'orientation et d'évaluation brève pour orienter au mieux les jeunes qu'on reçoit. Moi, j'ai été beaucoup dans l'infrastructure, le lancement de la plateforme, et c'est ma collègue, le docteur Villarmoz, qui en pratique œuvre beaucoup au quotidien avec toute l'équipe. Donc, je vais commencer la présentation, et puis Laurence Villarmoz poursuivra et on peut répondre à vos questions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc l'objectif pour repréciser à ceux qui n'étaient pas là la dernière fois lors de ma présentation, effectivement, notre objectif sur le Vinatier, qui est un des premiers hôpitaux psychiatriques en termes de grosseur, et surtout le pôle de PEA, la particularité de rassembler donc plusieurs services et d'accueillir 6 000 enfants par an, dont 3 000 nouvelles demandes à peu près par an. On avait pour ambition effectivement de vraiment passer en 2e et 3e ligne de soins et bien différencier le soin psychiatrique de la santé mentale en général, tout en renforçant nos collaborations avec le médico-social, l'éducation nationale et la première ligne de soins. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans ce contexte de réorganisation, dans lequel donc, on a créé 4 nouveaux services, donc des services qui ont la particularité de plus du tout être basés sur des secteurs. C'est des secteurs c'est des services qui tous desservent l'ensemble de nos territoires. Donc, on n'est plus qu'un grand secteur finalement et les services sont définis par leur spécialité, la population qui desservent. Donc, le service de périnatalité et petite enfance, le service TETA pour les troubles anxieux de 6 à 13 ans et le psychotrauma et le service ado et transition. Et puis, le service Sunrise qui est un service en neurodéveloppement, réhabilitation, intervention et suivi spécialisé qui a la particularité, lui, de balayer tous les âges. Comment se fait la répartition? Donc, avant l'âge de 6 ans,
Si on est massivement déjà orienté vers un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, l'enfant sera orienté en premier sur Sunrise. Si on n'est pas très sûr, s'il y a besoin d'un accompagnement de la famille, si on est plutôt sur des troubles de la dynamique parent-enfant, il sera orienté sur le service de périnatalité petite enfance. Sur Theta, c'est un petit peu l'inverse, dans le sens où on va être très vigilant sur tous les troubles des apprentissages qui sont importants entre 6 et 12 ans. Et donc, on va d'abord, en général, quand on n'est pas sûr de l'orientation entre un trouble anxieux majoritaire ou un trouble neurodéveloppemental, et comme vous le savez, voilà, c'est rare qu'on rentre parfaitement dans une case. Au moindre doute, finalement, sera plutôt orienté sur Sunrise pour que les enfants puissent bénéficier un maximum de bilan et qu'on puisse diagnostiquer au plus tôt les éventuels troubles neurodéveloppementaux, ce qui n'empêche pas une prise en charge en parallèle ou après sur le service pour les troubles anxieux. Et puis le service ado et transition pour les adolescents, sachant que on espère que tous les troubles neurodéveloppementaux ont quand même été repérés plus avant, mais on vient pas mal en appui du service ado. Voilà. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, pour bien orienter les enfants de notre grand secteur, qui est la métropole de Lyon et un peu plus large, du coup, c'était important d'avoir une plateforme d'orientation. Alors, cette plateforme, donc c'est une plateforme d'orientation et d'évaluation brève en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour tous les enfants qui potentiellement peuvent venir sur notre pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Chaque fois qu'avant on envoyait un enfant vers les CMP, du coup maintenant nos partenaires sont informés, enfin on soutient encore l'information qu'il faut appeler le service POP. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on a créé cette unité POP vraiment sur des moyens existants, en rassemblant des petits bouts de peau de chagrin, on va dire, sur le pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et on n'a pas de moyens supplémentaires actuellement, contrairement à Live, alors que vous imaginez bien qu'on a beaucoup d'appels pour en fait des enfants qui ne sont pas sur nos secteurs. Donc dans ce cas-là, on va réorienter les enfants et leurs familles, leur donner les numéros utiles, etc. Mais on va dire qu'on rend un service déjà beaucoup plus large qu'aux enfants qui appellent de notre secteur. POP va servir à quoi? Donc, il va servir à évaluer la demande, orienter les personnes. Et j'aime bien dire, vous pouvez passer à la diapo suivante. Merci. Il va servir effectivement dans l'accueil, l'évaluation de la demande et puis l'autodétermination de l'usager. J'aime bien dire, on va évaluer les besoins et les ressources de la personne, de la famille, mais aussi les ressources extérieures. Hein. Effectivement, on peut leur dire, bah oui, là, ça serait bien qu'il y ait une psychothérapie intensive, etc. Je ne sais pas, dans le cadre d'un trouble borderline. Mais là, actuellement, nous sommes saturés sur l'hôpital. Il n'y aura pas de prise en charge possible. Donc, nous allons vous réorienter sur un service en libéral qui actuellement vient d'ouvrir. Je vous invente un exemple, mais ça va permettre, selon ce que nous, on sait des ressources au niveau de notre territoire, de pouvoir orienter vers la solution la plus adaptée par rapport aux besoins de la personne. Donc, de les informer qu'il y a telle et telle possibilité, mais actuellement, au vu des délais, c'est peut-être celle-ci qui sera la mieux pour elle. Cet été, nous avions une grosse restructuration sur le Vinatier. Donc, comme vous pouvez imaginer, on a demandé à nos 300 agents de repostuler sur les 4 grands services. Il fallait que les équipes se disent au revoir et se refassent, on va dire. Donc, ça a mis un petit peu beaucoup d'arrêt de suspension dans les soins et dans la fluidité. Donc, on a énormément orienté chez les collègues en libéral sur les structures, les associations, des structures qui sont en privé ou sous contrat avec l'ARS, et on orientait moins sur notre pôle. Bon, là, on a bien saturé nos partenaires, on va dire, cet été. Donc là, on oriente bien sûr plus sur notre pôle actuellement. Alors on est beaucoup plus récent que Live, hein, puisqu'on a ouvert le 1er avril, ce n'est pas une farce, le 1er avril 2020. Donc, on a en fait 6 mois de recul avec une équipe qui s'est construite petit à petit. Et je dirais qu'on est très, très bien accueillis par les partenaires qui trouvent ça vraiment très agréable d'avoir un seul numéro à appeler. Le partenaire, hein, c'est la famille, c'est les enfants, mais je le dis et je le redis, c'est aussi les enseignants
qui ont souvent beaucoup de mal à savoir quoi faire avec les enfants. Donc ça, c'est une réponse qui est très bien accueillie par tous les enseignants, les médecins scolaires. Ils ont un seul numéro à appeler et avec eux, on voit quelles sont les possibilités, quelle est la demande, on peut rappeler la famille, etc. On oriente. Ce qui est là où on en est, je dirais, c'est de beaucoup. Si vous voulez, POP a été mis en place en premier dans la restructuration, et les services dont je vous parle, Périnat, Theta, Ado et Sunrise, se sont officiellement mis en place le 1er septembre 2021. Donc POP a un peu servi à mettre en marche, on va dire, la restructuration sur le vinatier. Et là, on en est effectivement à trouver un équilibre un petit peu avec nos partenaires internes, on va dire. Il y a aussi beaucoup d'informations à continuer à faire. On a un webinaire pour ça ce soir avec des médecins généralistes pour informer sur la nouvelle restructuration et le fonctionnement de POP. Donc, un médecin généraliste peut nous appeler, n'importe quel médecin, n'importe quel soignant, n'importe quel enseignant qui s'inquiète pour une situation ou qui a besoin d'informations pour aider des jeunes qui l'accompagnent. Et bien sûr, les enfants, les familles. Et puis après ça, je ne sais pas si vous pouvez mettre la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, après ça, on a du coup un protocole assez clair. On va dire, voilà, il y a toujours les situations un petit peu extrêmes, bien sûr. Donc, il y a un premier accueil téléphonique, le plus bref possible, mais au cours duquel on va essayer d'orienter la demande dans des grandes cases, connaître le niveau d'urgence. Si bien sûr, comme disait FBK, il y a un niveau d'urgence très important qu'il faut appeler les pompiers, ben là, oui, tout de suite, l'infirmière, la psychologue va informer le médecin, on va prévenir les urgences, aider la famille à appeler les pompiers, etc. Et tenir le téléphone, être en lien avec cette famille pour pouvoir les accompagner là-dedans. Pour moi, il y a trois types finalement de situations. Il y a des situations en termes d'urgence, il y a une situation très urgente simplement il faut accompagner jusqu'aux urgences, on va dire. Une situation semi-urgence et puis les situations un peu plus classiques où il n'y a pas réellement d'urgence. Dans les situations classiques, donc il y a un accueil infirmier. Très rapidement, on va informer que pour faciliter un peu l'entretien et avancer plus rapidement, on va leur envoyer des questionnaires. Donc pour ça, on a nous-mêmes un logiciel qui va se mettre en place, mais qui n'est toujours pas encore effectif, il y a des petits retards. Et via ce logiciel, on va pouvoir envoyer des questionnaires parentaux qui ont été travaillés. Et ils peuvent le faire sur le téléphone, donc c'est très simple. Donc ils répondent à des petits questionnaires sur le médecin qui les envoie, pourquoi ils souhaitent que l'enfant soit vu en psychiatrie, quel était le développement de l'enfant. C'est assez court. On a choisi, contrairement à beaucoup de questionnaires qui se mettent en place dans le champ, de rester sur des questions ouvertes et assez qualitatives. Parce qu'on trouve ça quand même très riche de voir ce que les parents peuvent dire. Ça en dit vite beaucoup de la famille, de la situation. On envoie un questionnaire à l'école aussi, il n'est pas noté dans le PowerPoint là, mais avec l'accord des parents, on demande à l'école de nous faire une observation. Donc pareil, l'école reçoit un petit questionnaire. Avant, ça passait par les parents, ce qui était intéressant aussi, mais là, pour faciliter un petit peu, on envoie un lien qui est envoyé à l'école directement et l'école, du coup, peut remplir. C'est des questions très simples, comment l'enfant communique au niveau réceptif, expressif, comment il joue avec les autres, comment il interagit avec les adultes, quels sont ses intérêts, quel est son niveau scolaire. Donc, en très, très peu de temps, vous avez une image de ce qui se passe à l'école. C'est un questionnaire qu'on utilise depuis plusieurs années sur différentes unités ici. Et puis, un petit questionnaire pour la personne qui envoie, c'est peut-être celui qu'on a le plus de mal à faire remplir. Quand la famille, avec le logiciel, tout ça est simplifié puisque tous les questionnaires sont sur un logiciel envoyés à la famille et quand ils sont remplis, ils apparaissent sur notre logiciel. Et surtout, lors du premier appel, on met tout de suite un rendez-vous dans une situation classique, sans grandes urgences. On met tout de suite un rendez-vous à la famille à 2 semaines. Et quoi qu'il arrive, ce rendez-vous a lieu. Ce rendez-vous peut durer 5 minutes, il peut durer 1 heure, il peut y avoir un autre rendez-vous, mais au cours de ce rendez-vous, on reprend ce qu'ils ont pu remplir dans les questionnaires. S'ils n'ont pas rempli, du coup, on va remplir avec eux finalement ces questionnaires.
et avancer sur la situation. Lorsqu'on reçoit les questionnaires, donc soit la famille a pu les remplir dans les 2 semaines et on les a avant donc le rendez-vous, ce qui permet d'en reparler en équipe si on a des questions, et on va pouvoir rediscuter avec la famille, re-questionner si besoin. Il faut bien voir que ces questionnaires, voilà, c'est des grandes questions pour les parents, et l'école, ça donne vraiment une image très claire de comment ça se passe pour cet enfant à l'école. Et de prendre en charge vraiment de façon très complète l'enfant, c'est-à-dire aussi bien sur le plan un peu plus neurodéveloppemental, comme on dit aujourd'hui, et sur le plan psychique, et n'oublier ni l'un ni l'autre, quoi, on peut dire. Donc, on a la possibilité, je dirais, de se faire des réunions entre le moment où les parents envoient les questionnaires et le rendez-vous. Et quand ils n'ont pas répondu à ces questionnaires, du coup, le premier rendez-vous à 2 semaines va nous permettre de répondre un petit peu aux questions qu'on pose dans les questionnaires. Et ensuite, ça n'empêche pas de remettre un autre rendez-vous à la famille très rapidement si on a besoin d'en parler en équipe. Donc, il y a un médecin qui est présent, qui est le docteur Villermoz toute la semaine. Je vous reparlerai de l'équipe après. Donc voilà, c'est un gros débrouillage. Ça correspond à ce qu'on appelle le CAPA. Donc c'est la consultation vraiment pour évaluer les besoins et les ressources de la personne par rapport aux besoins, par rapport aux ressources de la communauté. Ça va permettre une réassurance des situations et une orientation au plus juste, voilà, ce qui sera le mieux pour la famille selon les possibilités là. Vous pouvez avancer, merci. Le diaporama, s'il vous plaît. Merci. Je laisse peut-être la voix au docteur Villermoz, qui est beaucoup sur le terrain. Donc, on a en fait un ETP de pH, hein, s'il y a une petite erreur là. Actuellement, initialement, tu veux dire 0,5 pH. Je te laisse. L'évolution, oui. Effectivement, bonjour à tous. Du coup, l'équipe effectivement s'est mis en place très progressivement, hein, puisque du coup en avril, l'effectif n'était pas encore à son plein, et c'était du coup le tout début où on a repris en fait des anciennes demandes qui n'avaient pas pu être traitées par les CMP par en fait trop de demandes, et du coup on a pu remettre un peu à zéro du coup toutes ces demandes en attente. Donc ça été un gros travail de départ, et depuis septembre on est vraiment du coup la porte d'entrée, hein, pour les nouvelles demandes de toute la pédopsychiatrie de l'hôpital du Vinatier. Donc du coup, vous voyez le nombre d'équivalents temps plein d'infirmières, de psychologues et d'assistantes sociales. Donc on répond au téléphone du coup en cascade, hein, donc quand ça sonne sur un poste 1, qui bascule après sur du coup 5 autres postes. Donc si la première est occupée, ça bascule sur le deuxième, qui bascule sur le troisième. Voilà. Donc l'amplitude de fonctionnement, c'est 9h, 19h. En continuité, et donc il n'y a pas d'interruption aussi pendant les congés. En sachant qu'au niveau des appels téléphoniques, on remarque qu'il y a vraiment une baisse très importante des appels téléphoniques entre 17h et 19h. Donc de manière assez logique, hein, 17h, c'est le moment de la sortie des classes, le moment où les parents s'occupent des enfants, du repas, de la douche, enfin de l'organisation de la maison. Donc du coup, c'est pas un temps où les parents sont vraiment disponibles pour nous appeler. Donc les appels, c'est surtout beaucoup le matin à 9h et entre midi et 2. Donc l'émission, du coup, oui, on a parlé du stock de demandes qui était en attente, donc on a résolu au printemps. Et du coup, Marie-Maude vous a expliqué en tout cas le fonctionnement. Ce qu'on va mettre en place, qu'on n'a pas encore pu mettre en place, c'était le temps de permanence sur place pour le recueil des premières demandes sur le territoire. Parce qu'on se rend compte on le savait d'avance, c'était déjà dans le projet de Marie-Maude dès le départ, que dans les zones urbaines sensibles, appeler, téléphoner, ça peut être compliqué, il y a des problèmes de langue. Du coup, on sera situé en permanence sur les zones urbaines sensibles pour des demi-journées où les parents vont pouvoir venir faire la demande in situ sur place. Alors, on a fait des demandes et des premières consultations ensemble avec les PMI. J'ai trouvé très intéressant du coup cette expérience en fait avec le médecin de PMI et un interprète en visio
où vraiment il y a eu énormément de choses qui se sont déployées pendant cette consultation pour permettre une orientation au mieux, en tout cas, de l'enfant. Ça, vraiment, on aurait pu craindre que la visio casse un peu cette dynamique de l'entretien, mais en tout cas, pas du tout. C'était vraiment excessivement intéressant et les partenaires jouent vraiment le jeu, je trouve. Vraiment, ils ont tout de suite adhéré à ce nouveau dispositif, en tout cas d'entrée de soins en pédopsychiatrie. Je trouve que ça entraîne une dynamique pour la famille déjà psychique dans le soin. Enfin, vraiment, il y a une dynamique vraiment intéressante, moi, je trouve, qui se déploie. Du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre Peut-être, Greta, tu peux passer la diapo suivante et vous dire qu'on a dépassé largement le temps. Donc, si. Bon, très bien. Il y aura des questions en tout cas. C'est ça. On va peut-être échanger. Mais y avait-il d'autres grandes choses à dire avant de passer aux échanges avec tout le monde? Non, les articulations avec Live que vous avez eues effectivement en présentation, donc c'est l'intérêt d'être aussi, et puis l'intérêt aussi de tous les partenaires d'être vraiment dans une connaissance comme Live, mais là du réseau de pédopsychiatrie, et de pouvoir effectivement connaître vraiment les lieux de soins sur tout notre territoire. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, ça permet une offre de soins qui est beaucoup plus importante que celle de seul Vinatier. Effectivement, Marie-Maud prenait pour un petit exemple tout bête, hein, mais un enfant dont le papa est en soins palliatifs au Médipôle et la maman qui nous appelle parce que son fils veut voir tous les jours son père et elle trouve que c'est trop et elle ne sait pas comment lui dire, comment faire. En fait, on a contacté la petite liaison de l'hôpital où était le papa et la petite liaison s'est occupée de pouvoir voir le père, voir l'enfant et il n'a pas été suivi en pédopsychiatrie sur l'hôpital du Vinatier. Les choses se sont déroulées au niveau. C'est un exemple que je trouve assez intéressant sur les ressources ailleurs et de manière plus adaptée d'ailleurs que la pédopsychiatrie. Et peut-être, Greta, tu peux passer parce que sur la diapo suivante, j'ai vu qu'il y avait les grands questionnements que ça avait soulevés. Oui, du coup, je vous parlais des permanences sur place qui sont vraiment très importantes, je pense, pour une population en grande difficulté. L'articulation, l'exemple que je vous donnais, effectivement, de bien connaître tous les dispositifs de soins pour pouvoir les adapter au mieux pour les familles. Du coup, après, ça pose la question des prises en charge parce que jusqu'où on va au niveau des prises en charge et en particulier l'urgence pédopsychiatrique, ça c'est une grande question qui est actuellement en débat sur notre pôle et au-delà du pôle de la question, parce qu'il m'arrive de voir des enfants en semi-urgence, en urgence et voilà, est-ce que c'est notre place, mais bon, ça c'est à travailler actuellement. Plateforme et la médecine de ville, oui, il y aura, tu parlais du webinaire ce soir, en tout cas pour bien informer au niveau des médecins, mais c'est sûr que pour nos partenaires, avoir un seul numéro unique d'entrée dans les soins en pédopsychiatrie, pour eux, c'est excessivement une simplicité vraiment qui les aide énormément au quotidien. La constitution du dossier, effectivement, c'est pareil que Live. Les dossiers ne sont pas ouverts sur l'hôpital du Vinatier quand c'est une orientation sur l'extérieur, quand c'est des informations, quand c'est donné. On ouvre un dossier vraiment uniquement quand on s'engage dans un soin sur l'hôpital. Voilà, et notre outil informatique, Marie-Maud vous en a parlé. Effectivement, on attend un outil informatique qui va excessivement nous aider, que Live a déjà. C'est un peu le même et qui sera excessivement aidant. Voilà. Et vous avez la réponse pour à partir de quand considère-t-on qu'il s'agit d'une téléconsultation? À partir de quand estime-t-on que c'est une téléconsultation? Quelle est la question exactement? La téléconsultation, on estime. Oui, c'est par rapport. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est pas pareil de faire une téléconsultation et d'engager un dossier patient sur l'hôpital du Vinatier. Vous voyez, je pense qu'il y en a où on fait de la téléconsultation, ça c'est sûr.
et on adresse ça à l'extérieur, mais on ne fait pas forcément, enfin, c'est pas pour ça qu'on va faire un dossier sur l'hôpital du Vinatier. C'est différent, je trouve. Mais c'est bien une téléconsultation quand même. En tout cas, pour ma part, je serais assez intéressée de voir le document dont vous parliez tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est possible de l'avoir par mail parce que j'ai un peu des problèmes pour me connecter là à votre site, mais je serais très intéressée pour bien faire la différence entre les téléconsultations et autre chose. En tout cas, ce sont des visioconférences à visée d'évaluation et d'entretien médical ou infirmier ou psychologique. Ouais. Bon, il y a le document aussi qui a été présenté la fois dernière, mais on va avoir une séance dédiée à la télémédecine, la téléconsultation, ça rentre dans la télémédecine. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je m'adresse à nos experts numériques autour de la table. Et il y a plein de choses à dire là-dessus. Je pense qu'on va avoir des séances vraiment dédiées à ces points-là. Oui, il y a encore un flou assez juridique quand même, et puis surtout dans la prise en compte, hein, c'était la discussion qu'on avait eue avec notre ARS un petit peu, mais dans la prise en compte de cette de ces nouveaux soins, quoi, finalement. Parce que là, il y a même, comme le disait le docteur Viermoz, il y a même un avantage quelquefois. Enfin, c'est quand même très fort quand on se retrouve dans le salon des gens directement, que vous avez le père qui tient son gamin sur ses genoux, qui a l'air très attentif, et la mère qui fait le ménage pendant que vous êtes en entretien avec eux, quoi, pour la première fois. Voilà, c'est pas du tout rien. Et c'est vraiment des consultations très riches, mais qui sont effectivement très différentes. Donc, je suis très intéressée par le document. Et effectivement, s'il y a une nouvelle réunion, on veut bien participer aussi. Oui. Et puis l'exemple que je donnais avec le médecin de PMI, quand on était en visio avec l'interprète, le médecin de PMI, moi, et que c'est déployer vraiment toute la dynamique familiale pendant cette consultation, enfin, pour moi, là, c'était vraiment... Il n'y a pas... Et là, il y avait un gain de temps et donc d'argent. Hein. Enfin, bien sûr. Là, ça rentre aussi, il y a la téléexpertise quand on appelle comme ça. Je ne sais pas si Nelsa va réagir. Oui, ils peuvent, parce qu'elles ont creusé, elles vont nous présenter tout à l'heure justement des supports qu'elles ont fait. Elles ont commencé à travailler sur ces questions-là du côté de la pharmacie. On va vous présenter justement le support qu'elles ont fait tout à l'heure parce qu'on aimerait bien faire la même chose chez nous pour la santé mentale et la psychiatrie. Et donc, peut-être qu'elles peuvent déjà répondre oui, c'est vrai que les sujets des actes demandent à être clarifiés en fonction des spécialités. C'est vrai qu'on les a abordés sous différents aspects. Donc, il y a 3 publications en cours. On va vous faire le focus sur celle de la pharmacie, mais on a abordé aussi bien côté RCP, donc pour avec aussi des notions de e-staff. Donc ça, c'est un sujet qui peut être aussi mettre en pratique, ça peut être aussi intéressant. On a abordé la question de l'éducation thérapeutique à distance et on a abordé le secteur de la pharmacie à distance, mais sous un autre angle par rapport aux 2 premières productions que je vous ai évoquées. Mais je ne sais pas si c'est maintenant que, justement, Mélissa, tu veux qu'on aborde... Non, on va peut-être plus tard. Si Axel elle voulait réagir aussi. Ouais. Oui, tu voulais faire une précision aussi par rapport à tous ces différentes notions et interrogations que les équipes ont évoquées. Je ne te cache pas que je suis désolée, mais j'ai été obligée de m'absenter pendant 10 minutes. Pas de souci, tu vas réagir quand on va parler du livrable que vous avez travaillé, mais on laisse la place peut-être. Donc, tout ce livrable, en fait, on peut le trouver sur le site, là, dont vous avez déjà... Enfin, oui, le lien. Alors, les livrables, ils sont en cours, en fait, de validation. Vous avez l'avant-première. Parce qu'on fait également... Enfin, du coup, sur le service Sunrise dont je m'occupe, on fait beaucoup de guidance parentale et donc de psychoéducation par visio aussi, ouais. Mais oui, mais c'est l'objectif de cette communauté de pratique, hein, c'est de travailler ensemble justement tous ces aspects-là et que nous, on puisse aussi faire un livrable pour aider toutes les équipes qui souhaitent s'y mettre. Et sur les aspects, on va approfondir les aspects juridiques, économiques aussi, financiers évidemment. Mais on aura déjà de l'avance grâce aux copines et collègues du côté numérique, effectivement, qui ont bien avancé. En prenant d'autres axes et on va partager ça, c'est bien l'objectif. Donc, allez-y, lâchez-vous pour les questions et je me permets, comme j'ai la parole, de commencer par une parce que je n'ai pas bien compris sur POP et ça, c'est très important, c'est les effectifs pour répondre à ces plateformes-là. C'est si, en fait, les effectifs sont
potentiellement en consultation eux-mêmes, etc., et on voit qui est dispo, ou si de 9h à 19h, il y a des gens qui se relaient pour avoir du temps dédié et être disponible pour prendre les appels, ou bien c'est le tout venant, et dans ce cas, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. Non, du coup, on a structuré des temps dans la journée où du coup, parce qu'il y a certains soignants qui viennent en 9-17, d'autres qui viennent en 11-19 et un troisième qui vient aussi en du coup 11-16, 11-18. Du coup, effectivement, en fonction du planning de chacun, on a mis en place des temps dédiés aux visio ou présentiel, parce qu'aussi on peut, pour certaines situations, la visio n'est pas possible et faire une consultation en visio, voilà, les parents ne peuvent pas, ou il y a des problèmes de langue, il faut un interprète, et dans ce cas-là, on fait du présentiel. Donc effectivement, c'est structuré avec certains soignants qui répondent au téléphone et puis qui ont une plage horaire que de consultation, et voilà. Donc ça, c'est vraiment organisé sur la semaine. Parce qu'effectivement, après, ça serait trop compliqué, tout le monde en consultation ou tout le monde en visio, ou effectivement, oui, non, ça, c'est structuré. Au début, c'était faisable parce qu'on n'avait pas beaucoup d'appels et qu'on reprenait des anciennes demandes. Donc, comme c'était les anciennes demandes et que ça fonctionne, du coup, on avait déjà les demandes, donc on contactait les personnes. Mais depuis septembre, non, on a vraiment structuré les choses différemment. Je vois quelqu'un qui met peut-être de chez vous d'ailleurs, Vinatier, il faudrait ajouter la téléévaluation à la télémédecine. Et j'entends derrière téléévaluation, là c'était très intéressant effectivement, là ce que vous nous disiez sur l'envoi des tests, on n'y avait pas forcément pensé, potentiellement aussi le diagnostic, etc., qui aide à l'orientation. Alors, je me permets juste de relayer ce que j'ai mis dans le chat, mais comme on va travailler aussi sur l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme du financement, eh bien, toutes vos questions seront également relayées à qui de droit. Et je pense que, enfin, le département activité, hein, qui est principalement concerné, je pense que ça devrait pouvoir conduire peut-être à un rebalayage, enfin, de ce qui existe dans Edgar et qui est quand même assez pauvre au regard des possibilités, des nouvelles possibilités qui se déploient. Donc voilà, donc de tous côtés, nous sommes des porte-parole de vos questions. Merci Corinne, parce que c'est effectivement, je pense, une des questions principales qui se posent et que moi j'ai eu la présentation à la fois de live et de pop, c'est-à-dire quand il n'y a pas de dossier médical créé, comment on fait remonter l'activité et comment on dépense du temps à une activité qui n'est pas valorisée derrière et pour lequel on vient nous dire qu'on ne travaille pas. Alors après, ça peut rentrer dans le cadre des activités spécifiques, d'autant plus pour live qui déborde le cadre de l'établissement. Mais enfin bon, là, on ne va pas ouvrir le débat. Enfin, déjà, ça me permet de commencer à structurer les questionnements. Ouais. Voilà. Et on ouvrira, on va dédier une séance, je pense, à ouvrir ce débat et à questionner parce que effectivement, la question de la rémunération, des financements, de l'activité, elle va être primordiale là-dessus. Et du coup, de l'évaluation, mais cette fois au sens, ça paraît extrêmement important dans les plateformes là que vous avez montré, d'évaluer l'apport, etc. Là, on se dit plus que jamais, va falloir, pour pérenniser, montrer les apports. L'intérêt, l'efficacité. Alors, il y a une question, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Hein, on est entre nous, c'est à vous. Vous pouvez rallumer les caméras, les micros, allez-y. Si ce n'est pas possible de parler, on peut porter votre question. Monsieur Viel. Oui, pas de souci. Bonjour à tout le monde. Donc, Monsieur Viel, directeur d'une association en Eure-et-Loire qui gère un XAPA, un centre d'addictologie médico-social donc. Oui, en fait, dans la présentation, c'était très intéressant, que ce soit live ou pop, on découvre des outils pas révolutionnaires, mais en tout cas très pratico-pratiques, qui mettent en synergie les acteurs. Donc, c'est pour le département d'Eure-et-Loire, je fais le lien avec le PTSM chez nous, qui se construit un peu sous ce mode avec une plateforme rattachée au SAMU d'urgence santé mentale qu'on appelle Carosme, nous, qui est un peu le pendant de live. Enfin, j'entends des choses qui sont similaires du coup. L'infanto-juvénile qui essaie de se structurer également un peu sous cette même forme, c'est pas toujours simple, hein, on a les mêmes problématiques que vous. Mais du coup, j'avais pas bien saisi sur le CH Vinatier, vous avez parlé d'un secteur unique pour vos différents pôles reconstitués.
Mais il existe un seul CHS sur le département complet, ou vous aviez plusieurs centres hospitaliers qui du coup sont en synergie à travers un GHT ou une communauté psychiatrique de territoire. Enfin, en termes de gouvernance, je voulais voir comment ça s'articulait. Du coup, je vais répondre pour tout l'établissement. Donc, Cindy Pagès, je suis directrice adjointe au centre hospitalier Le Vinatier. On couvre une partie du territoire du Rhône, donc 850 000 habitants. Et il y a 2 autres hôpitaux psychiatriques dans le Rhône, un hôpital qui dépend de la FEAP, hôpital Saint-Jean-de-Dieu, et puis un hôpital public Saint-Cyr au Mont-d'Or. Donc, on est 3 partenaires qui travaillons au sein d'une CPT, d'une communauté psychiatrique de territoire. Voilà, donc on est des 3 partenaires conviés au PTSM, hein, évidemment. Et le 4e partenaire qui est quand même de taille, qui sont les Hospices civils de Lyon, qui ont aussi de la psychiatrie. Donc, effectivement, Live a la particularité de couvrir tout le Rhône, donc y compris les patients ou les demandes émanant de Saint-Jean-de-Dieu ou de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Le dispositif POP est pur territoire du Vinatier, donc ce territoire métropole de Lyon, hein, si on doit un peu caricaturer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, du coup, au passage, comment s'appelle votre ligne carrosse et où se trouve-t-elle? Évidemment, ce serait pas mal de faire du lien au passage, du coup. Oui, j'essaierai de vous faire suivre les éléments à mon tour. Ça s'appelle un carrosme. Alors, c'est un acronyme. Alors, je ne vais pas me lancer, je vais dire des bêtises, mais il se trouve à l'hôpital de Dreux. Sur le département d'Eure-et-Loir, on a 2 CHS, nous, qui couvrent tout le département. Et en infanto-juvénile, on en a 3 établissements hospitaliers. Donc, on est sur cette réflexion, justement, de ces communautés psychiatriques de territoire, pour faire en sorte qu'on puisse rassembler les acteurs hospitaliers, sanitaires, médico-sociaux, groupes d'entraide, etc. Enfin, tous ceux que vous avez pu citer aussi, mais sur une dimension territoriale, donc du département. Ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'il y a des pratiques aussi à harmoniser entre les acteurs, l'histoire de chaque établissement. Enfin, voilà, c'est une dynamique très longue. Mais je vous ferai suivre les éléments sur Bichec, c'est ça? Oui, merci. Docteur Bekash, peut-être pourriez-vous préciser le rôle que vous jouez avec l'ensemble des plateformes style live qui existent en France? Oui, alors on a essayé de créer une espèce… Vous m'entendez là? Oui. Parfait. De créer une espèce de communauté d'expérience, en fait, nous aussi, avec les différentes lignes qui existent, avec le CPOA, avec la ligne qui existe à Brest. Donc là, c'est les 3 qui fonctionnent. Et ben, il y a Brest et puis il y a Bordeaux surtout. Et il y a aussi les lignes qui sont en train de se constituer, comme à Nantes. Je sais qu'il y a une ligne aussi à La Réunion. Je sais qu'il y a une ligne qui va nous rejoindre à Sevray. Donc, voilà, on fait des réunions virtuelles tous les 2 mois de partage d'expérience. Alors, ça peut être l'expérience sur les patients récurrents, ça peut être les lignes des partages sur l'outil informatique, ça peut être comment joindre les généralistes. Là, actuellement, c'est ma grande question, je ne sais pas faire. Peut-être que certains d'entre vous pourront me répondre, j'en profite en même temps. Hein. Donc, comment pouvoir joindre au mieux les partenaires sanitaires et notamment les généralistes. J'ai entendu que Marie-Maude faisait des webinaires avec les généralistes, mais est-ce que vous avez d'autres pistes ou Marie-Maude m'explique? Voilà, donc on a créé une coordination des plateformes pour échanger, travailler, avancer ensemble. Comment on se coordonne aussi avec le 3114, avec le SAMU. Voilà, c'est un lieu de partage d'expérience. Voilà, les URPS, oui, je sais bien, mais ils sont durs à joindre. Je réponds en direct. Attends, on ne t'entend pas, Axel. Ouais, je sais bien, mais c'est vrai que dans pas mal de régions, c'est en ayant réussi à joindre les URPS qu'ensuite, après, ça permet de diffuser largement. Mais je suis bien consciente de la difficulté de les joindre. Puis il y a les CPTS aussi qui sont en train de… Il n'y en a pas partout encore, ils sont encore en train d'être créés. Donc, vous êtes dans quelle région, là, la personne qui est intervenue pour dire qu'elle avait des difficultés à joindre l'URPS?
Rhône-Alpes, C'est Vinatier, Lyon. ouais. D'accord, ok. Il y a une question. On les joint, mais après, pour activer, c'est plus difficile. Voilà. Je sais pas, Saskia, je ne sais pas si c'est monsieur, madame, qui demande si le dispositif live a vocation à être développé sur l'ensemble du territoire français. Bonne question. Pour le moment, on est un projet expérimental, on a un financement FIOP. Après, je vois qu'il y a quand même beaucoup de régions qui sont en train de créer leur ligne. L'expérience qu'on en a, c'est que nous, ça nous semble extrêmement porteur pour le parcours de soins. Et facilement. Maëlle me dit que oui, effectivement, c'est très facilement transposable, quoi. Puis avec budget. En fonction de l'évaluation qui sera faite au bout des 3 ans de financement, puisque donc il y aura une évaluation qui sera faite, je pense que c'est tout à fait ce type de dispositif qui pourrait ensuite conduire à un cahier des charges national et donc qui est je dirais une avancée en termes de politique publique nationale pour, comme dans d'autres sujets, on a pu le voir. Donc, je pense que c'est très important de faire ce que vous faites, de cette évaluation au quotidien et surtout de bien démontrer les bénéfices que vous en tirez sur l'ensemble des organisations. Madame Vucas, allez-y. Votre micro, pardon. Oui, excusez-moi, bonjour à tous. Oui, alors je voulais juste préciser que l'équivalent du live, si j'ai bien compris, dans le Grand Est, c'est le CREPSI. Donc c'est tout à fait la même chose, hein. Voilà, donc c'est dommage finalement qu'on ne réfléchisse pas à quelque chose d'identique sur tout le territoire finalement. On gagnerait en lisibilité, à mon avis, sur le territoire national. Et vous pourrez nous donner aussi les coordonnées exactes du CREPSI? Oui, bien sûr. Oui. Je vous les transmettrai, oui. Alors, la plateforme CREPSI donc, a déjà été développée en Alsace. C'est eux qui ont commencé à développer cette plateforme. Et maintenant, elle s'étend sur tout le Grand Est, notamment sur la Lorraine. Voilà, donc je pense que tout le Grand Est va adhérer au CREPSI. Et vous savez qui est le médecin qui s'en occupe? Alors, la structure qui porte le CREPSI, donc sur la Lorraine, c'est l'association Espoir 54. Oui. Donc, qui ont bénéficié d'ailleurs de financement pour ce faire. Pas suffisant, bien sûr, mais bon, qui ont quand même bénéficié de quelques financements. Et sur l'Alsace, écoutez, le nom m'échappe, mais je vous le communiquerai. Excusez-moi, mais le CREPSI, c'est la structure qui existe dans le centre CREPSI. Alors, c'est un acronyme aussi, centre ressources, oui. donc handicap en psychiatrie. C'est ça. C'est un peu différent, oui. Okay. C'est un petit peu, si je puis me permettre, c'est un petit peu différent. Un tout petit peu différent, mais ça se rejoint quand même dans l'absolu. Hein. Mais vous avez raison. Il manque le sanitaire. Ouais. Pardon? Il manque peut-être Ah non, le sanitaire y est, notamment par le biais du PTSM. Hein. D'accord. En fait, le sanitaire figure. Hein. Bien sûr, mais en fait, c'est les centres ressources. Peut-être on pourra s'en dire un mot. Ce qui est un peu différent là des appels d'urgence qui sont centrés sur l'hôpital. En fait, c'est un petit peu différent dans le fonctionnement. Le centre ressources, ça a vocation effectivement à être décliné et ça va être décliné normalement sur tout le territoire côté médico-social. Mais le but, c'est bien effectivement d'orienter un peu partout. Donc, il y a bien l'objectif d'orientation pour tous les handicaps, y compris handicap psychique. Et là, en l'occurrence, c'est psychique. Mais c'est un peu différent de la démarche et c'est pour ça que c'est pas harmonisé, que c'est pas la même chose parce que ça part pas des mêmes besoins tout à fait à l'origine, etc. Mais du coup, c'est important là ce que vous êtes en train de souligner, c'est le lien aussi entre le sanitaire, le médico-social, comment on travaille tous ensemble. Et du coup, on se le garde dans un coin de notre tête pour mettre tout ça en lien. Un peu plus tard. Alors, l'heure tourne et on va pas réussir à faire tout ce qu'on voulait faire, mais c'est pas grave. Donc, il faudra. Non, je pense que on va toutes les questionnements autour des plateformes téléphoniques, peut-être on va les reporter. En tout cas, les échanges qu'on voulait avoir sur ce point pour la prochaine session.
Parce que c'est assez, on voit qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer en fait par rapport à ça. Ce qu'on propose, c'est d'avancer au moins pour la présentation de la feuille de route, parce que l'enjeu aussi, c'est de sortir avec une feuille de route un peu validée Oui. avec l'ensemble des membres de l'équipe qui pourra nous guider pour toutes les rencontres qu'on aura sur cette année. Donc, on va repasser peut-être dans ce cas, je vais repasser moi partager comme Greta, tu dois partir le PowerPoint. Et peut-être, pendant que je partage le PowerPoint, juste noter pour la suite, parce qu'une des questions qu'on va se poser, c'est aussi les limites de chaque outil. Et je trouve que c'est très intéressant, vous avez quand même souligné sur la plateforme live que vous aviez envie de faire de la visio. Et j'entends aussi qu'il y a besoin d'avoir un petit suivi aussi pour certains patients. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il manque quelque chose sur le territoire? C'est pas offert, ce suivi téléphonique qui correspond en étant à distance à certaines personnes, à un certain besoin. Donc, j'ouvre ces deux questions pour qu'elles soient enregistrées, pour qu'on les note pour la prochaine fois. Hop. Tu as raison, Mélissa, et même pour aller plus loin, c'est même la question de la complémentarité entre ce qui se fait sur le terrain et les gens qui peuvent y aller. Et c'est pas ça, Maïcha. Oui, je me trompe. Alors, sur la feuille de route, et ben d'ailleurs, je rouvre juste pour repasser la main ensuite en fait à Nelsa. On voulait donc vous montrer quand même rapidement que Nelsa et Axel vous présentent les publications qui sont en cours de validation parce qu'on aimerait en fait reprendre cette trame et on voulait avoir votre avis, si pour vous il manquait des choses, si ça vous allait, si ça vous motivait à travailler ensemble pour les prochaines sessions. Donc en fait, je te repasse la main, Nelsa. Ok, parfait. Du coup, je repartage de mon côté la fameuse publication dont Mélissa nous a fait un peu de teasing. Donc, c'est bon, de votre côté, ça s'affiche? Oui. Ok, parfait. Donc avec l'équipe numérique, on a travaillé sur un projet qui est en fait de faire un guide pratique sur certaines thématiques. Là, on va vous présenter celle de la pharmacie, mais c'est pour vous présenter essentiellement l'approche qu'on a choisie. Donc là, c'est sur la pharmacie. On a, dans un premier temps, décidé de poser un peu le cadre qui a beaucoup bougé ces derniers temps dû à la pandémie et du coup, replacer un peu le terme de la télésanté. Donc là, c'est un petit passage qui est commun à toutes les publications. De détailler forcément les différents actes de télémédecine qui sont reconnus et d'aborder le télésoin qui a été ouvert aux 18 professionnels de santé. Donc là, il y a un petit wording sur cette partie-là. Et de rentrer après directement dans le sujet. Au lieu de faire un sommaire qui est assez classique, on a décidé d'avoir une approche qui est de se dire quelles sont les questions incontournables si je veux me lancer en télésanté dans le secteur de la pharmacie. Donc là, on a choisi un certain nombre de questions. Donc là, il y en a 8. Et à chaque fois, pour ces questions, il y a un début de réponse. L'idée, c'est d'avoir sur une vision qui sera sur une double page l'ensemble des questions avec les réponses. Et si je veux aller creuser plus loin, j'ai une page dans le guide, enfin plusieurs pages dans le guide qui va rentrer dans le détail. Par exemple, je prends la question 3, pourquoi mettre en place la télésanté en pharmacie? Je vais avoir des éléments qui vont me permettre de construire mon argumentaire. Quels sont les actes? Du coup, je vais avoir une présentation des actes. Comment élaborer le projet? Je vais avoir, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais il y a des outils comme des checklists qui se rappellent les grandes étapes pour pouvoir créer son projet. Voilà un peu comment ce sommaire est construit. Donc ça, c'est le petit sommaire. Et puis, je vais redérouler très rapidement. Comme vous voyez, à chaque fois, on reprend la question et on va aller plus dans le détail. La première question, c'est de quoi on parle. Forcément, il y a eu besoin de replacer le cadre réglementaire, de donner la vision, le point de vue en fonction des organisations. La spécificité de la pharmacie étant qu'on est très réglementé et qu'on a des ordres et des organismes et des sociétés savantes. Donc, c'est pour ça qu'on est reparti sur... Mais on peut l'alléger. On peut l'alléger, évidemment. Sur l'éducation thérapeutique, on n'a pas forcément abordé de la même façon. C'est vraiment
Après, en fonction des sujets, il faut poser les bonnes questions. À qui s'adresse? Donc, du coup, là, on reprend à qui s'adresse sur cette thématique. Là, pourquoi mettre en place? Donc là, vous avez vu les avantages, les freins, les impacts. Elsa, tu peux agrandir un peu, s'il te plaît? C'est possible? Alors, la problématique, c'est si j'agrandis trop, ça risque de... Alors, attendez. Hop. Enfin, l'idée, après, le contenu... c'est vraiment l'idée de vous montrer. Contenu, c'est de vraiment voir un peu la que le contenu vous appartiendra. Exact. C'est ça. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu sans qu'on puisse quand même continuer à voir la page. Voilà. Donc là, pourquoi mettre en place les actes? Hop. Quels sont les actes possibles? Donc là, c'est par rapport à ce que justement Axel a évoqué, c'est la partie très réglementaire et du coup, ça un rappel. Non, justement, c'est-à-dire que là, non, alors pardon, c'est Nelsa qui présente, mais c'est vrai que étant pharmacien, je suis un peu à la manœuvre, mais c'est Nelsa qui continuerait à voir par la suite. Sur la pharmacie, justement, l'idée, c'était de dire là qu'au-delà du réglementaire, il y a ce qui est très réglementé, mais il y a quand même des tas de perspectives qui aujourd'hui ne le sont pas. Et donc, en fait, l'idée de cette publication, c'est aussi de dire, nous, aujourd'hui, pour faire de la pharmacie, on a besoin de faire tel acte, tel acte, tel acte, tel acte. Et c'est aussi un petit peu prospectif, un peu disruptif, c'est-à-dire se dire, ben voilà, nous, on vous décrit ce dont on a besoin, on vous a décrit le cadre réglementaire, il y en a qui sont réglementés, mais il y en a d'autres qu'on aimerait bien qu'ils soient réglementés et financés par la suite, parce qu'on va en avoir besoin dans notre pratique quotidienne. Voilà. Donc, en fait, il y a les deux. Voilà, c'est les actes déjà réglementés et ceux qui devraient compléter. Voilà, donc ça, c'est la partie acte. Vous voyez, il y a la télésurveillance, la téléexpertise. On parle qui n'existe pas à ce jour qui pour la n'existe pas, voilà. Donc, qui sont évoqués. Là, il y a une autre représentation qui, alors, du coup, il faudrait que je dézoome, ou alors si j'arrive à faire pivoter, parce que ça sera plus confortable. Sachant que l'idée, là, ça a été de faire le circuit en fait, d'un patient sous anticancéreux oral et d'illustrer via un patient, enfin une typologie de circuit d'un patient sous anticancéreux oral, quels pourraient être les apports de télésanté pour les pharmaciens. Et donc de positionner en fait sur le circuit les endroits où on aurait besoin de télé-expertise, de télé-suivi, de télé-RCP, de télé-soins, voire on peut classer à l'intérieur des outils d'intelligence artificielle, on peut l'imaginer. Mais l'idée, c'était vraiment d'essayer de modéliser sur un circuit ville-hôpital-ville quels pourraient être les apports et les lieux dans lesquels la télésanté pharmaceutique pourrait être un apport certain. Un apport. Je me rends compte qu'il y a des fonctionnalités qui sont pas assez payantes côté Adobe. Alors, et là, du coup, c'est plus rentré dans le détail. Donc là, c'est pour accompagner. Forcément, cette publication qui est censée être un guide, elle est aussi, c'est un moyen pour nous de mettre en avant des actions, enfin des retours d'expérience qui ont été faits. Et du coup, on trouve très important d'avoir des passages avec justement la parole aux acteurs. Du coup, pour illustrer justement cette publication. Donc là, on retrouve justement la parole au pharmacien, donc un témoignage. Et après, comme je vous l'ai évoqué juste avant, c'était plus comment élaborer mon projet. Bah là, j'ai un rappel des grandes étapes. Donc là, c'est vraiment les grandes étapes. Et en annexe, d'ailleurs, on ne le visualise pas, en annexe, vous allez avoir la checklist qui vient justement compléter ces grandes étapes. Forcément, qui dit télésanté dit aussi une question autour des outils. Donc, ça, c'est peut-être aussi une question qui est assez commune, peu importe les publications, c'est avec quel outil. Donc là, on met en avant les informations concernant, pour la pharmacie, pouvoir par exemple planifier le rendez-vous sur le LGO. Donc, c'est deux genres de petits conseils qu'on va essayer de mettre, recommandations qu'on va mettre. Et puis, bien sûr, en plus de ces spécificités pour la pharmacie, on a fait une liste de critères lorsqu'on choisit son logiciel, qui est un peu commun parce que les questions de sécurité sont communes
Donc, il faut quand même se conformer au RGPD. Vu qu'on est sur des données de santé, il y a la question aussi de l'hébergement de ces données. Si on va embarquer des dispositifs médicaux connectés, potentiellement, il y a un sujet sur le marquage CE alors là, c'est plutôt pour de la télésurveillance, du télésuivi. Donc, voilà. Les conditions d'utilisation, donc là, c'est un peu comment s'approprier les outils, les prérequis. Les prérequis. Donc là, c'est est-ce que c'est finalement c'est programmer un peu l'appropriation des outils, la formation, assurer que voilà, il y a une bonne connexion réseau. Donc, je pense que le télétravail nous a appris à avoir un certain nombre de bonnes pratiques, comme par exemple couper sa vidéo quand on a des problématiques de bande passante. Donc ça, c'est un petit rappel. Donc là, c'était la partie logicielle. Là, on parle forcément de la partie matérielle, donc concernant l'équipement. On a une partie forcément qui est comment gérer le budget, parce que forcément, qui dit télésanté potentiellement nécessite d'avoir des investissements. Donc, c'est des choses à anticiper. Si j'ai, par exemple, je vais prendre un cas qui est j'ai besoin de récupérer de l'image. Si en termes d'image, vous avez on va dire, beaucoup d'images à stocker, forcément, vous allez aussi avoir potentiellement des questions d'investissement autour de la capacité de stockage par rapport à ces images. Donc, c'est ce genre d'éléments qu'on va aussi traiter en fonction des publications. Là, du coup, ça, c'est la particularité de la pharmacie, c'est qu'on a vu la pharmacie d'officine, la pharmacie à usage intérieur. Enfin, l'idée, c'est de voir effectivement en ville à l'hôpital, en fait, puisque les financements ne sont pas forcément les mêmes quand c'est inclus dans les forfaits hospitaliers ou pour les praticiens de ville. Donc, voilà, on a trouvé intéressant de faire une dissociation entre les deux, parce que les financements ne sont pas les mêmes. Vous avez entièrement raison. Et du coup, on a aussi parlé de l'article 51 par rapport à ces forfaits partagés. Et après, on arrive sur comment mettre en œuvre son programme. Et là, on a vu une checklist qui était plutôt technique. Là, on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus cas pratique, comment je m'organise. Et là, donc, mettre en place l'organisation, former, prévoir l'évaluation, évaluer l'éligibilité du patient, définir les objectifs, le plan personnalisé dans ce cas-là. Et puis forcément, c'est le travail en équipe pluriprofessionnelle qu'on va aussi retrouver. Donc là, c'est un peu le cas en pharmacie qu'on a évoqué. Et on refait un focus sur les retours d'expérience. Sachant que je vous prie de bien vouloir accepter nos excuses, ça a été fait par des praticiens somatiques du sanitaire. Et donc, il y a peut-être des termes et des approches qui sont pas forcément, qui ne correspondent pas ni à la psychiatrie ni au médico-soc. On en est bien conscient. Mais l'idée vraiment de cette présentation, c'était de vous donner une idée des trames qu'on pouvait remplir et ce vers quoi vous pourriez vous diriger tout au long de cette communauté de pratique. Et après, alors du coup, Mélissa a repris la main, mais le dos de couverture aussi, on a un autre message on voulait marquer, c'est que l'idée, c'est de faire en sorte d'intégrer la télésanté dans les pratiques, qu'elle ne va pas remplacer, qu'il faut trouver en fait en fonction de son organisation le juste milieu. Et donc, c'est inviter aussi les professionnels à se dire, par rapport à mes patients, par rapport à mes usagers, c'est quoi, ils ont besoin de quoi et moi j'ai besoin de quoi, et de trouver ce juste milieu. Voilà. Pardon, je pensais que c'était non, pas de souci, Mélissa. Alors, est-ce que peut-être déjà ça vous motive? Est-ce que vous avez envie qu'on fasse pareil? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Donc, notre idée, c'était de se dire, c'est une source d'inspiration. Et donc, et ça peut beaucoup nous guider, en fait, dans le travail qu'on se propose dans le cadre de cette communauté de pratique, en fait. Il y a Madame Docteur Di Maggio, oui.
Oui, bonjour à tous et bonne année de vive voix. Oui, je trouve ce guide très, très pédagogique et je pense au contraire que ça peut tout à fait s'adapter à la psychiatrie. Enfin, moi, ça me choque pas du tout. Je trouve ça vraiment très, très bien et effectivement de pouvoir développer des soins de télésanté au sens large dans les pharmacies, en lien avec ce qui peut se faire au niveau de la psychiatrie ou du MCO, notamment dans les territoires isolés. Je pense que c'est tout à fait, tout à fait adapté. Moi, je ne vois pas d'opposition, en tout cas par rapport à la psychiatrie en particulier. Voilà. Merci. Jean-Marc, tu avais une remarque? Oui, je ne vois pas d'opposition par rapport au travail en psychiatrie. Ça peut être un excellent facilitateur, mais facilitateur du point de vue du patient. Donc, je pense qu'il faut faire attention aux dangers. J'ai écrit un petit mot. Je ne sais pas qui peuvent les menacer sous l'impression d'emprise, de contrôle, de dépossession de soi, d'informations qui circulent à l'extérieur d'eux, et en particulier sur leur usage ou non des médicaments et des ordonnances. Et ça pose la question de comment on intègre ce livret avec les principes de l'empowerment. Et donc, je pense que ça, ce serait un des aspects que je trouve très, très, très intéressant à discuter dans la feuille de route et dans ce document qui a été présenté, que je n'ai pas lu. Donc, ça a sans doute été pensé en amont. J'ai juste vu apparaître un petit truc en regardant. Mais je serais très intéressé, effectivement, par la réflexion autour de cette question-là. Je pense qu'il faudra vraiment le travailler de façon spécifique au niveau de la santé mentale, c'est clair. Oui. En tout cas, ça nous servira comme C'est vraiment une base, hein. C'est vraiment, une base. c'est vraiment vous montrer un modèle que ensuite, Ouais. on aurait pu vous présenter les deux autres publis, mais le but n'est pas de retravailler celle-ci, mais vraiment de vous en inspirer pour Tout à fait. vous, vos soins en santé mentale et en psychiatrie, quelles sont les spécificités au niveau de vraiment toutes les étapes des prises en charge et des différentes prises en charge de vos patients. Ouais. Ce qui fait qu'on on est parti de là en se disant comment on va arriver à synthétiser tout ce qui pourrait aider des équipes qui souhaitent se lancer. Donc là, vous voyez, on a ébauché, on avait fixé des dates, donc on va vous redonner après pour que vous puissiez déjà les noter. Ça, c'est le plus important en fait de toutes les infos. C'est déjà noter et bloquer les créneaux pour être présent les prochaines fois, transmettre à vos collègues si vous ne pouvez pas l'être. Et puis faire boule de neige si vous pensez que ça peut intéresser d'autres équipes. On a essayé de réfléchir à comment on pouvait organiser ça dans le temps. Là, on a beaucoup réfléchi. Ce qui est ressorti, mais ça n'est pas immuable, c'est de se dire peut-être que dans ce qui est déjà autorisé, dans les termes, etc., on pourrait repartir des différents types et des différentes possibilités qui existent aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, aujourd'hui, on a parlé des plateformes téléphoniques. On pensait pouvoir aborder aussi la question de la télémédecine qui est réglementée pour le coup, avec dedans la téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, la téléassistance, régulation médicale, etc. On va peut-être pas tout aborder, on n'y arrivera pas, mais vraiment travailler ensemble, à chaque fois en se posant la question, OK, c'est pour aller vers qui ? Qui est-ce que ça va aider, très concrètement? Quand? À quel moment ça peut être utile? Quelle modalité? Téléphone, visio? Enfin là, on a commencé à aborder les limites aussi, avec quelles contraintes? Les questions à se poser autour, les actes possibles, questions de codage, et on entend par là aussi comment on peut valoriser ça, quel financement possible. Et dans les outils, ce qu'on s'était dit, ça pourrait être intéressant, alors peut-être pas à chaque fois évidemment, mais en tout cas de réfléchir à des balances décisionnelles. Est-ce que si j'ai un patient par exemple que je connais déjà et que j'hésite, est-ce que pour ce patient ce serait intéressant d'ajouter des appels téléphoniques, de faire de la visio? Voilà, je suis pas sûre comment je peux avoir une balance décisionnelle. Et puis l'objectif, c'est de dessiner un parcours hybride, un peu classique. On va y revenir et Julien va vous présenter aussi quelque chose là-dessus, en se disant, voilà, un parcours un peu classique. Évidemment, chaque parcours est différent et on sait bien que dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est évidemment jamais, dans aucun d'ailleurs, linéaire, facile.
Mais comment est-ce que dans ce parcours peuvent s'insérer différentes solutions numériques qui pourraient être aidantes et permettre l'aller vers les personnes directement concernées, leurs proches, etc., mais aussi aller vers les collègues hors psychiatrie, santé mentale. Là, on l'a évoqué en fait. Vraiment, des grosses aides du numérique, c'est aussi de pouvoir travailler à plusieurs. Donc, il y aurait creuser la télémédecine, creuser le télésoin, qui est aussi réglementé, qui concerne les paramédicaux. Et là, il y a moult possibilités qui peuvent s'ouvrir. Les télétrucs, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore réglementé, mais qui concerne tout le reste. Ça peut être l'assistante sociale qui est au téléphone avant, ou le job coach avant justement un entretien avec la personne qu'elle accompagne. Ça peut être aussi les psychologues qui ne rentrent pas dans le télésoin puisqu'ils ne sont pas paramédicaux, etc. Le TP, voilà ce qu'on a pu évoquer par exemple. On s'est dit qu'il faudrait au minimum une séance sur les aspects juridiques, les financements, qu'on fasse venir des gens un petit peu carrés là-dessus pour nous aider à penser et à mettre des choses vraiment carrées là où on en est, ce qu'on aimerait dans notre petit guide final. Et puis évidemment, les prospectives, évaluations, les indicateurs aussi qui nous permettent de montrer ce qui marche pas, comment on sait que ça fonctionne, comment on pérennise et comment on capitalise sur ce qu'on fait. Là, vous avez aussi abordé plein de choses extrêmement importantes sur les dossiers patients, comment on passe les infos à qui, tout en restant dans l'éthique. Voilà, il y a pas mal de choses à aborder. Notre idée, c'était de pouvoir à chaque fois implémenter peut-être en plus court des retours d'expérience. On s'était dit, là, on a eu les enfants, les ados, que ce serait intéressant aussi si on avait des expériences en gérontopsie, parce que c'est aussi un gros sujet où le aller vers est extrêmement important. La question du milieu carcéral, évidemment aussi, et puis le décloisonnement sanitaire médico-social. On avait pensé évidemment à la dicto aussi, qui est plus côté médico-social. Comment on fait mieux travailler tout le monde ensemble. Donc, dès à présent, si vous avez autour de vous ou vous-même des solutions, en tout cas des expérimentations, des retours d'expérience qui vous paraissent intéressants, n'hésitez pas dès maintenant à nous les signaler directement par mail ou sur Bishake. Ou là tout de suite dans le chat à côté, parce que tout le monde est bienvenu pour venir réfléchir à ça, nous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, y compris ça peut être des expériences qui n'ont pas bien marché, mais de pouvoir aussi réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'en fait cette solution-là, elle ne fonctionne pas. Est-ce que ce découpage, ce programme vous paraît pertinent, vous intéresse? Et si oui, je vais passer la parole à Julien après pour qu'il vous parle un petit peu de ce qu'on a commencé à élaborer autour du parcours type dans lequel on voudrait implémenter des solutions numériques. Je ne vous vois pas, donc je laisse les collègues me dire s'il y a des réactions ou pas. Non, il y a Corinne qui donne des exemples à noter pour nous, pour des REX. Hop. Bon, ça semble, voilà, ça semble OK. Donc, s'il n'y a pas de réaction, en tout cas, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est très. On va le modeler, on va l'adapter, ça nous donne une idée de vers quoi on veut aller. Mais à chaque fois, bien évidemment, ça va. On va l'adapter. Hein. Julien, je te laisse parler du parcours, sauf s'il y a quelqu'un d'autre. Oui, mais écoute, je vais essayer de parler du parcours. Il y a des retours sur des propositions de retour d'expérience, donc c'est plutôt bien. Ouais, on va parfait. Merci. Discuter. Oui, par rapport à l'idée du parcours, parce que c'est pour revenir en fait sur le périmètre et de tout ce qu'on est en train de discuter depuis le début, c'est ne pas oublier que c'est comment ça s'intègre dans le parcours de la personne qu'on essaye d'accompagner et comment effectivement les outils numériques viennent en complément de ce qui existe déjà. C'est pas l'idée de remplacer tous les fonctionnements, mais justement de voir comment ça peut être un apport. Et c'est dans cette idée-là, voilà, on a commencé à réfléchir dans le groupe à comment on pouvait essayer de modéliser le parcours d'une personne en psychiatrie. Il
vous imaginez bien que c'est impossible, voire improbable à pouvoir réaliser, puisque chaque personne étant unique, chaque parcours va être unique. Mais l'idée était dans la continuité de ce qu'on avait travaillé avec la NAP autour du nouvel ambulatoire, de sortir de cette dimension que vous voyez sur cette diapo, qui était que quand quelqu'un est adressé, donc vous voyez par les personnes qui sont plutôt sur la droite, soit le médecin traitant, soit les familles, soit les mandataires, soit des personnes du travail, enfin, voilà, et que la personne est orientée vers une structure de soins. Généralement, la rencontre et la première chose qu'on fait, c'est toujours de l'évaluer et de poser un diagnostic sur cette personne. Et là, même si on fonctionne de manière pluriprofessionnelle, voire en interprofessionnalité, notre première réponse à tous, elle est toujours centrée sur les bilans avec les compétences que nous, on a. Et on a dans notre tête la réflexion qui se centre sur qu'est-ce qu'on propose à la personne en tant que projet de soins. Et vous voyez apparaître toutes les dimensions auxquelles on peut réfléchir. C'est pas du tout exhaustif et je m'en excuse, c'était juste voilà, que des alternatives possibles, il y en aurait plein d'autres. Et le but n'est pas de batailler là-dessus et sur le parcours, mais plutôt de passer à l'idée de la diapo suivante et qui va dans cette idée du nouvel ambulatoire, sur quand on rencontre quelqu'un et quand on essaie de l'orienter, la question pour lequel, et alors moi je parle en tant que professionnel de santé, mais je pense que ça s'ajuste à l'ensemble des personnes présentes, c'est l'idée de sortir de la dimension toujours très clinique ou très centrée sur le soin et de se dire en quoi la personne qu'on rencontre, elle est empêchée de pouvoir réaliser des choses qui seraient importantes pour elle. Et les personnes qu'on rencontre à ce moment-là, elles sont empêchées de pouvoir réaliser des actions qui concernent les loisirs, la citoyenneté, les relations interpersonnelles, et pour lesquelles les réponses ne sont pas toujours que médicales ou médicalo-centrées ou hospitalo-centrées. Et donc se sortir de ces réponses-là qu'on a en première instance. Et donc, on avait fait un petit schéma qui représentait les pratiques orientées rétablissement. Alors, sur le côté gauche, vous voyez marqué méthode GMAP. Laissez tomber ce mot-là, puisque ça, c'est quelque chose que nous, à Jonzac, on a utilisé, ce qui est un outil qui nous a permis justement de transformer nos pratiques professionnelles et nos postures. Mais l'idée était de dire, voilà, ce à quoi on était arrivé en partant de ce que demandait la personne et la famille. Et ça, je fais un lien avec la remarque dont parlait Jean-Marc tout à l'heure autour de l'autodétermination, l'empowerment, de justement partir de ce que les gens attendent et ensuite de comment on se met en lien avec l'ensemble des partenaires ou l'ensemble des personnes pouvant intervenir sur une situation, que ce soit dans la dimension du sanitaire, dans la dimension du social, du médico-social, des acteurs de proximité. Et donc, comment on se met en lien. Et donc, l'idée était de partir de ce schéma potentiel et de se dire à quel moment les outils numériques viennent s'implémenter là-dedans, comment ils peuvent être utilisés, comment ça peut être facilitateur, comment ça peut être des fois empêchant aussi, et où c'est que ça vient. Donc notre idée était de vous proposer un début de réflexion à partir de ce schéma, et de se dire, voilà, au niveau des flèches rouges que vous voyez apparaître partout, qu'est-ce qui pourrait exister? Est-ce qu'il y a la télémédecine, le télésoin, les télétrucs? J'aime bien cette expression-là parce que, en fait, on se rend compte qu'on fait plein de télétrucs qui ne sont pas valorisés et qui mériteraient de l'être. Voilà, donc c'était vraiment cette idée-là. Et pour reprendre un peu ce qui avait été fait au niveau de la pharmacie, justement de la télésanté en pharmacie, voilà, comment on pourrait réfléchir ensemble à partir du parcours des personnes et comment on réfléchit avec le nouveau ambulatoire à l'apport des outils numériques justement dans ça. Voilà, je voulais pas... Je note qu'il n'y a pas la pharmacie dedans, mais évidemment que c'est extrêmement important dans le parcours des personnes qui ont des traitements chroniques. Alors, tu as tout à fait raison, Mélissa, et je peux expliquer pourquoi il n'y a pas la pharmacie, parce que c'était à la fois volontaire et pas volontaire, mais c'est parce que tu sais, en psychiatrie, on dit toujours l'observance du traitement, c'est ce qui est hyper important et primordial. Ouais. Alors, je donne souvent cet exemple, et je m'excuse de l'exemple à 13h, mais parce que les gens qu'on rencontre, souvent, ils arrêtent les traitements, mais parce qu'ils ont envie d'avoir des relations sexuelles. Et que quand on va comprendre le sens de ce pourquoi ils ne prennent pas le traitement, l'objectif n'est pas qu'ils prennent le traitement, l'objectif c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ne le prennent pas et comment on peut les accompagner, même s'ils font le choix de ne pas observer leur traitement et de travailler après sur les conséquences que ça a. Ouais. Bref, c'est évidemment pas exhaustif comme on le disait, mais est-ce que, voilà, pour vous, mais nous en tout cas, ça nous convient bien de travailler plus comme ça, on est quitte à parler de l'avenir, autant aller vraiment dans l'avenir aussi du parcours du patient. En tout cas, l'avenir qu'on lui souhaite, quelque chose
voilà, plus transversal et plus centré sur ce que lui attend. Donc là, vous avez vu aussi, et c'est important de le dire, on est un peu plus dans la psychiatrie. Pour autant, les liens sont faisables évidemment avec la santé mentale, les maladies moins chroniques, etc. Enfin, voilà, ça peut s'ouvrir évidemment à d'autres choses. Donc, notre question, est-ce que ça vous convient de travailler à partir de ce parcours et pour enfin, positionner les différentes solutions dont on vient de parler, évoquer, et ensuite évoquer les questions qu'on se pose autour de ces solutions? Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter ou quelque chose qui vous semble important de rajouter d'emblée, en fait, mais qu'est-ce que ça vous évoque, en fait? On a des OK. Donc je pense que ça convient à tout le monde. S'il y a pas de non et pas des réactions sur le chat, on va partir alors de cette feuille de route pour les prochaines rencontres. On aimerait bien que vous puissiez répondre au questionnaire. Je ne sais pas si on peut, je vais essayer d'envoyer le lien en même temps. Il n'y a que 2, 3 ou 4 questions maximum, mais ça va nous aider aussi à améliorer la prochaine rencontre. Et vous pouvez surtout mettre dedans vos propositions de retour d'expérience qu'on va noter à côté, mais là, ça vous permet peut-être de les approfondir. Et là, aujourd'hui, donc on avait pas mal de choses et le cadre un peu à poser pour la suite, à partir de ce qu'on avait défini ensemble la prochaine fois. Mais n'oubliez pas que cet espace, c'est vraiment le vôtre. Et donc, on va vous mettre au travail les prochaines fois, que c'est un cadre sécure, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'il n'y ait pas de sujet tabou, qu'on puisse se dire, bah ouais, mais ça, c'est sympa, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Ou bien des doutes. Voilà, nous ne sommes pas une instance régulatrice de contrôle ou quoi. Donc, vous avez le droit de nous dire voilà, vos organisations transverses, vos idées, etc. Notre idée, c'est vraiment de travailler avec vous en partant du terrain, des besoins de terrain, de ce que vous remarquez, puis de faire remonter aussi s'il y a des manquements. Voilà, on travaille, on co-construit ensemble. Je vois une petite remarque, peut-être ne pas oublier les outils numériques qui permettent l'orientation, comme les présentations de plateformes téléphoniques d'aujourd'hui. En fait, on avait prévu aujourd'hui de commencer par ça, c'est-à-dire faire un petit exercice ensemble d'une 30aine de minutes pour se poser des questions par rapport à l'intégration de ces outils numériques, des plateformes téléphoniques. Donc, je pense que la fois prochaine, on va commencer avec ça et on va continuer avec les autres exemples. Donc, ce n'est pas oublié, c'est juste reporté. C'est principal dans notre réflexion, c'est-à-dire ça permet à la fois l'adressage, l'orientation et tout ce que vous avez présenté et qui était hyper intéressant, et justement dans la continuité du suivi, de l'accompagnement, et puis aussi dans une dimension de déstigmatisation, et vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire quand les gens appellent, l'objectif c'est de les orienter vers des réponses qui peuvent leur être apportées, et pas nécessairement de toujours les psychiatriser, parce que ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, et moi dans le retour d'expérience que j'en ai, en tout cas, le fait que des gens peuvent trouver des réponses, par exemple dans le droit commun ou dans des soutiens auxquels ils ne pensent pas nécessairement et qui ne sont pas toujours d'ordre médical ou hospitalo-centré. Donc ça c'est totalement important, et merci beaucoup de ce que vous avez présenté aujourd'hui. Oui, merci. Et vous avez entendu qu'on compte sur vous la prochaine fois parce qu'on n'a pas fini d'approfondir en fait. Donc notez bien le 8 mars de 11h à 13h pour venir alimenter tout ça. Si tout le monde a pris le lien, je vais peut-être juste passer la slide suivante parce que avant que tout le monde passe, c'était pas celle auquel je pensais, mais c'est bien aussi. Parce que je pensais à Bichek, j'espère que tout le monde a bien noté. Pour aller vous inscrire sur Bichek, et également que vous pouvez joindre Greta, mais peut-être remettre un mail ou quelque chose. Je crois que vous pouvez la joindre facilement pour pouvoir la joindre si vous aviez des questions sur Bichek. Voilà, n'oubliez pas ça parce que c'est effectivement là-dessus qu'on va pouvoir partager les PowerPoint avec l'accord du CH Vinatier, si possible, d'aujourd'hui, celle de la dernière fois, voilà, où on va pouvoir capitaliser, et y compris aussi
entre les séances, surtout que la prochaine fois, c'est pas tout de suite, le 8 mars. Si vous voyez passer des articles, des choses, qu'il y a des présentations, des webinaires qui parlent de ce sujet et vous dites, tiens, ça pourrait intéresser les collègues, n'hésitez pas à les mettre sur Bichec et à partager. C'est l'endroit où on va essayer de mettre tous nos fichiers, de capitaliser pour s'enrichir les uns les autres. C'est vraiment l'objectif de cette communauté de pratique. Et donc, pour finir... Pour finir, on vous invite ce soir au vœu de la nappe. C'est de 18h à 18h45. Vous pouvez assister à 2 interventions. Il y aura une intervention d'un sociologue sur la dispersion attentionnelle, les dangers et les perspectives. Et puis, c'est l'occasion de prendre des nouvelles sur la nouvelle organisation de la nappe, les nouveaux services et les perspectives du nouveau COP. Donc, si vous avez le temps et vous souhaitez, vous pouvez vous connecter. Je vais pouvoir vous mettre le lien aussi sur le chat. Donc, n'hésitez pas. D'autant que l'ANAP recrute, entre guillemets, des experts. Et ça peut vous intéresser parce que jusque-là, ça fonctionnait un petit peu moins comme ça. D'ailleurs, pas que sur la santé mentale. Certains d'entre vous pourraient être intéressés sur les ressources humaines, etc. Parce qu'on n'a pas que des soignants dans cette communauté de pratique. Donc, ça peut vous intéresser voilà, pour voir comment collaborer un peu plus avec l'ANAP. Voilà, il est 13h01 et 1 minute. Et on respecte le timing. Et on ne voulait pas vous retenir plus. Commençant à 11h02, je crois qu'on a à peu près réussi à tout faire. C'est pas mal. Eh ben, un grand merci à tous. Merci. Merci Et on se voit le 8 mars. Bon appétit. Bientôt. D'ici là, on peut échanger sur le chat sur Bichec. Vous pouvez échanger. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. tous. À bientôt. À bientôt, Corinne. Je pense que l'enregistrement, il va automatiquement se... Il faut que tout le monde sorte. Je pense que nous aussi, il faut qu'on sorte. Oui, il faut que tout le monde sorte et ça va se sauvegarder. Oui. Très bien. Bon appétit, Julien. Bon appétit, Mélissa. Et ça s'est bien passé. Il y a plein de... On ne t'entend pas, Mélissa, tu parles, Oui. mais... J'allais dire, on ne s'est pas posé de date, je crois, ensuite avec Greta, donc je vais faire des vous propositions. poser des dates, oui. Parce qu'on est perdu. Alina s'en va et du coup, on n'y a plus rien après. Bon, et bon courage, Alina. Vous devez vous poser des dates d'ici le 8 mars pour organiser ça. Mais je pense que vous allez commencer avec les plateformes téléphoniques. Il y a un enjeu pour débroussailler quand même cette thématique et voir, il y a quelques exemples pour la téléexpertise, déjà quelques REX et prendre contact avec tous ces gens pour organiser. Donc non, ça va bien se passer. Oui, il y a plein d'idées. Merci beaucoup en tout cas. Allez. Continuation à toi et profite. Ouais. Merci. On pense bien à toi et on attend les nouvelles. Ciao, ciao. Salut.